Au XIVe siècle, les paysans dépendaient des seigneurs féodaux sans qu'ils ne disposent d'aucune loi pour les protéger. Leur liberté était sans cesse piétinée et leur seule chance de pouvoir rester libre était de fuir dans de nouvelles villes naissantes tout en étant confrontés au pouvoir de la noblesse. Mon nom est Otise. J'ai peur. J'ai l'impression d'être prise au piège, d'être une prisonnière incarcérée pour une faute que je n'ai pas commise. J'ai perdu la joie des découvertes au fil de mes méandres. L'oxygène me manque. Je sens la vie me quitter. Ils se sont installés sur les flancs de mes rives, cela fait maintenant 7000 ans. J'ai partagé avec eux mon eau, mes poissons, mes plantes. Ils ont doucement modifié mon paysage, tout en puisant harmonieusement dans mes ressources pour irriguer leurs jardins, élever leur bétail. De l'eau s'est écoulée sous mes ponts, puis un jour elle ne suffit plus à étancher leur soif. Ils ont modifié mes rives, mes coteaux, l'écoulement de mes ruisseaux. Les douces pluies d'antan maintenant déferlent et me submergent. Puis, pour pallier à leurs erreurs, ils m'ont élargi, dégagé. Alors, j'ai petit à petit perdu ma volupté, mes courbes. Je ressens une aigreur, le goût âpre des sédiments qui se déposent sur mon lit. Il est temps de me confier, de témoigner pour les générations futures. Les ZNIEF, zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, ont pour objectif d'identifier des secteurs participant au maintien des équilibres naturels ou constituant un milieu de vie caractéristique d'un patrimoine naturel rare. Ce programme, initié en 1982, interdit au plan d'urbanisme de détruire, d'altérer ou dégrader le milieu particulier à protéger. Des siècles durant, des éleveurs ont aménagé des mares dans les prairies pour abreuver leurs troupeaux. Maintenant, de nombreux propriétaires riverains les comblent. Une manne financière au détriment de la biodiversité. Un fond de vallée, une mare proche. Quoi de plus discret pour se débarrasser de déblais provenant de l'arrachage de haies et de travaux de création de bâtiments agricoles. Adieu nénuphars roses et flore endémiques de ces anciens méandres de rivières. Adieu batraciens, salamandres, adieu petites rainettes que j'aimais tant, de mon temps. En 2004, une association vouée à la protection des milieux découvre et porte cette destruction environnementale à la connaissance des gardes-pêche fédéraux, représentants de la police de l'eau. S'ensuivit un procès verbal pour contraindre l'agriculteur responsable à la remise en état des lieux. Celui-ci s'exécuta, certes, mais la mare, elle, perdit définitivement son caractère de biodiversité originelle, d'autant plus que sa surface initiale ne fut pas rétablie. Les différents légaux, assemblés par la biodiversité, ne se réemboîtent pas après leur dispersion. Tous sont uniques et irremplaçables. Depuis la création de la PAC en 1962, 60% des mares du territoire ont disparu. Sur ces 60%, les 4/5 étaient situés sur des exploitations agricoles. En 2014, une loi promulguant le maintien des prairies naturelles dans les zones Natura 2000 vise à reverdir la PAC. Cette loi impose l'interdiction du retournement des prairies situées en zone sensible à partir de janvier 2015. La vallée de l'Otise n'était pourtant pas concernée par cette interdiction, son statut de ZNIEF étant de loin beaucoup moins protecteur que celui de Natura 2000. C'est par méconnaissance et peur des textes protectionnistes que les agriculteurs s'empressèrent pour retourner de nombreuses prairies avant l'échéance de 2015.
Puis vint le printemps, silencieux. Adieu, mes prairies fleuries, leurs bourdonnements apaisants de myriades d'insectes. Adieu, le chant discret du tarier. Adieu, les acrobaties des hirondelles survoltées. Maintenant que les épandages de molécules insidieuses se sont multipliés, les chants de sirènes ne sont plus que délirants acouphènes. Je sais que ma crue, en ce début de printemps, ne fournira pas la fertilité d'antan. Je sais qu'en se retirant, elle emportera en mon lit un cancer que je distribuerai au gré de mes sinuosités. Les années se suivent et se ressemblent. L'hiver, lorsque je rends visite à mes prairies, j'emporte en me retirant un cancer pour le redistribuer dans mes molécules. Une union fidèle pour le pire et pour le pire. Le bassin versant, promontoire au-dessus de la route secondaire longeant la vallée, n'est pas non plus en reste. L'épandage hivernal des herbicides prépare les semis de printemps. En février, quelques jours de beau temps rendent-ils les terrains accessibles qu'une noria d'habitués se précipite pour optimiser le rendement des cultures. Car pour cela, il est essentiel de désherber avant les premiers apports d'azote pour éviter la concurrence des plantes adventives, les mauvaises herbes. Souvent, au mois de mars, les pluies drainent ces traitements jusque dans mon lit, depuis ces hauteurs qui m'entourent. Alors, puisqu'on m'y oblige, je me charge de véhiculer ces molécules malsaines. Je les transporte gratuitement, mais sans retour, jusqu'aux confins du grand réseau hydraulique, jusqu'à d'autres acteurs de terroir qui, eux, m'ont fait savoir qu'ils n'appréciaient guère ce cadeau expédié par leurs collègues de la Grande Plaine. En 1991, la directive européenne nitrate impose des bandes enherbées, 5 mètres de large au minimum, le long des cours d'eau pour filtrer les traitements. Depuis 2012, la France est condamnée à de multiples reprises pour mauvaise transposition de la directive. Les textes de 6 directives consécutives n'ont apparemment pas enrayé la pollution des cours d'eau. Le 7e texte à venir devra donc mentionner clairement que les bandes enherbées ne doivent pas être désherbées. Sur tout le bassin de l'Autise, long de 70 km, le paysage bocager, cet agencement culturel de haies qui permettait de faciliter la rétention d'eau et le maintien des pentes, a disparu sous l'influence du productivisme. Ainsi, sans obstacle pour retenir les eaux de ruissellement, ces dernières sont canalisées vers les anciens ruisseaux de bas de vallée qui, eux, deviennent de véritables affluents pour l'Autise et lui déversent quantité de traitements chimiques lessivés. De plus, dans ces conditions, s'ajoute l'évidence de l'inefficacité de la directive nitrate de 1991 qui identifiait les bandes enherbées comme filtrantes pour les intrants. Énième coup d'épée dans l'eau de nos bien-pensants qui, preuve en est, ne savent donner ni ton ni mesure pour sauvegarder la qualité biologique de l'élément premier indispensable à l'homme, l'eau. La rosalie des Alpes est une espèce répertoriée dans la SNIEF de la vallée de l'Autise. Elle figure en annexe 2 de la Convention de Berne sur la liste rouge des espèces protégées. Sont interdits, dixit l'arrêté du 23 avril 2007, sur les parties du territoire où l'espèce est présente, toute altération ou dégradation des sites de reproduction et des aires de repos de cet insecte. Paradoxe pour qui constate la violence des traitements ou débroussaillants pulvérisés sur les haies de la vallée.
Pour l'expliquer, force est de constater que le législateur a omis involontairement de rédiger les 2 dernières lignes pouvant permettre à l'administration territoriale de poursuivre les contrevenants à cet arrêté. De longue date, les haies naturelles clôturant les prairies disparaissent de manière radicale. Les années s'égrènent et réitèrent les mêmes agressions. L'agriculteur visionnaire innove même. Les anciennes prairies n'en reviennent pas. L'été indien peut renaître à la demande. Le produit est passé dans le ruisseau. Donc on s'aperçoit qu'il coule et en même temps il emporte avec lui toutes ces molécules empoisonnées. La commune se prévaut d'une utilisation de pesticides interdite, une utilisation de pesticides interdite depuis des années. La commune fait des efforts, elle a employé de la main-d'œuvre pour entretenir les espaces communaux et pendant ce temps-là, un des agriculteurs qui travaille sur la vallée de l'Autise a répandu tout ce poison qui coule directement jusqu'à la rivière qui est à environ 300 mètres en aval du ruisseau. Tous les effets du débroussaillant qui ont été épandus sur toutes les masses de ronces qu'il avait laissé pousser, certainement parce qu'il n'avait pas mis depuis 2 ou 3 ans les animaux dans ce pré. Donc toute la périphérie de la prairie est empoisonnée, bien sûr. Et c'est un des hauts lieux de reproduction de la rosalie des Alpes. On en trouve très proche du village, dans les aires de jeu. Depuis, il se chuchote dans les chaumières que les rosalies des Alpes tendent à trouver refuge dans les aires naturelles aménagées pour les jeux d'enfants, dernier rempart sécurisé contre les déversements chimiques qui brûlent la vallée. Ces belles fleurs qui s'étendent, à chaque fois qu'on leur dit un mot. Et toutes ces fleurs signifient combien il y a d'insectes. Parce que chaque insecte a une fleur pour lui tout seul. Du coup, on peut compter les fleurs au lieu des insectes. Ô pauvres petits hommes pour qui la rosalie est invisible. Sachez que sa présence certifie ma santé et que sa disparition accompagnera la vôtre. Pour certains départements du Sud, les repousses de céréales sont autorisées comme couvert interculture, mais pas en Vendée. De plus, ici, dans la vallée, l'interculture est désherbée, puis simplement rayée et réensemencée. La couverture végétale obligatoire pendant l'hiver, dixit la directive nitrate du 19 décembre 2011, doit être enfouie en tant qu'engrais vert au printemps. Jusqu'aux années 80, on trouvait sur ces sols calcaires des cultures diversifiées destinées à l'alimentation bovine de l'exploitant. Luzerne, choux, betterave fourragère. Cette dernière, la betterave, est valorisante pour le lait car riche en matières grasses et protéines.
De plus, ses vertus médicinales limitaient les frais vétérinaires. Pour des raisons contraignantes de temps de travail, les exploitations cultures associées à la production laitière ont vraiment diminué. La surface des parcelles a été multipliée par 10, 20, voire 100 et orientée vers une monoculture intensive, ce qui a été pendant 30 ans une euphorie du rendement sous la tutelle des prix fixés par un marché mondial aléatoire. Ce marché mondial, un mécanisme instable sur lequel s'est échoué le revenu des agriculteurs. Un revenu sensible, forcé d'être soutenu par la PAC. Et maintenant, ce même système réitère les mêmes erreurs par le soutien actuel des aides à l'irrigation. Parce que là on est mi-août et malgré les précipitations, la pluviométrie importante des derniers mois, et bien donc on est devant le fait accompli. La rivière en ce moment se vidange dans la nappe phréatique. Et c'est pas pour autant que l'irrigation est interdite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a encore le droit de prélever directement dans la nappe phréatique et d'arroser en pleine journée, même s'il fait 40. On vient de passer, le champ de maïs à côté est irrigué. Les bassines, ces réserves d'eau géantes qui servent à irriguer les cultures intensives. Contrairement aux idées reçues, elles ne sont pas remplies par les eaux de pluie en période hivernale, mais par pompage des eaux souterraines potables, avec en retour, pour remerciement, le rejet dans la nappe des intrants et pesticides de l'agriculture intensive. Contradiction totale avec la directive cadre sur l'eau de 2000, la DCE, qui visait à réduire la pollution des cours d'eau et préconisait un bon état biologique pour 60% des cours d'eau en 2015. En Vendée, le constat de pollution reste à 90% en 2019. Ce n'est pas de la substitution, c'est du développement de l'irrigation et du confortement de l'irrigation. Le maïs, fécondé en juillet-août, est sensible au manque d'eau en cette période. 93% des agriculteurs exercent toujours sous la contrainte de ce manque d'eau. Mais combien seront-ils, bientôt, à perdre pied pour réclamer eux aussi l'accès à cette irrigation? D'autant plus que, à la vue de tous, un nouveau pavé vient d'être jeté. L'arrosage préventif des semis pour pallier aux incertitudes de la météo. Une situation à l'origine naissante d'un scénario catastrophe. Et pendant ce temps-là, la nappe phréatique qui perfuse cette pratique s'épuise. Je ne vous envie pas, tristes petits hommes. Vous préférez le gain immédiat à mon détriment. J'ai soif, je m'assèche, je suis à genoux et vous puisez sans me voir, sans m'écouter. L'incendie que vous croyez éteindre est beaucoup plus profond que votre vision de l'esprit. L'efficacité des réserves est largement à remettre en question. Donc aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit surtout, en fait, c'est que le seuil d'arrêt des pompages est encore largement trop bas. Et donc il faut absolument remonter ce seuil et donc diminuer encore les volumes. C'est-à-dire qu'on a diminué de moitié les volumes prélevés dans la nappe phréatique. Et malgré cette diminution de moitié, eh bien, on s'aperçoit que le résultat n'est pas là, quoi. Aujourd'hui, on est au mois de juillet et on est dans la rivière de l'Autise. Et comme vous le voyez, là, l'Autise est presque vide. Et c'est parti dans ces maïs qui sont ici à cause des bassines. Au cours de l'été, à partir du mois d'août au plus tôt, eh bien, par les prélèvements dans la nappe, par l'irrigation, eh bien, on se retrouve à une situation où dès le mois de mai, dès le mois de juin, la rivière est complètement asséchée. Donc ça c'est pour la partie en dessous de Nieul, et pour la partie au-dessus de Nieul, là où on se situe actuellement, et ça pendant 2 km jusqu'au lieu-dit de Nantes, eh bien, on a le même phénomène, mais de façon moins réactive. C'est-à-dire que la SEC, sur cette partie-là, arrive naturellement, donc à partir des années 85-86, à partir du lancement de l'irrigation, cet ASEC s'est répété tous les ans. Et donc on arrivait à avoir des ASEC fin septembre. Aujourd'hui,
l'année dernière, cet assèque il a eu lieu le 3 août, et aujourd'hui on est le 16 juillet, et on n'a plus d'eau ici. C'est-à-dire que toute l'eau que vous voyez qui coule là, en ce moment même, elle tombe dans la nappe qui est juste en dessous de nous par ce trou-là, et par le trou qui est de l'autre côté. Et là, vous pouvez descendre, vous pouvez descendre, vous pouvez descendre, vous pouvez descendre, et ça s'arrête jamais. Voilà. Ça veut dire que toutes les saletés qui sont dans l'eau, là, voilà. Tout ce lessivage là, qui vient des champs autour, là, il est en train de descendre dans la nappe. Les bassines sont pleines, la rivière est à sec. Tous les ans, c'est la même chose. Mais à force, il n'y a plus de poissons. Alors on va dire, ah ben oui, mais il faut faire plus de bassines alors. Eh bien, c'est pas si simple que ça, parce que qu'est-ce qui se passe? En descendant la nappe à 2,60 m, eh bien, avant qu'elle atteigne les 4,60 m, qui est un seuil à partir duquel on peut commencer le remplissage des bassines, eh bien, il faut plusieurs mois. C'est-à-dire que les bassines, on peut les remplir à partir du 1er octobre. Malheureusement, la rivière, la nappe atteint les 4,60 m jamais avant le mois de décembre. En 2017, c'était fin janvier. Donc fin janvier, on arrivait enfin à 4,60 m. Et 4,60 m, c'est pas la nappe qui déborde, c'est pas la rivière en crue, c'est la nappe qui s'est à peu près reconstituée. Donc ce n'est pas le phénomène naturel de recharge des zones humides qui permettent de restituer pendant le printemps l'eau. C'est simplement la nappe est pleine. Donc qu'est-ce qui s'est passé 30 janvier 2017? Ils sont mis à pomper. Sauf qu'il faut 85 jours pour remplir les 10 bassines et les 3 millions de mètres cubes. Et bien ces 85 jours, vu que l'autorisation de prélèvement hivernal s'arrête au 31 mars, eh bien au 31 mars, ils n'avaient pas rempli les bassines. Donc démonstration faite, au bout de 2 ans de système des bassines des Autises au complet, c'est-à-dire avec les 10 bassines à remplir, dès la 2e année, s'ils avaient respecté la loi, ils n'auraient pas pu remplir ces bassines. Mais forcément, la Vendée, c'est pas la France, donc ils n'ont pas respecté la loi. Et sans dérogation, sans avertir la préfecture, avec la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, ils se sont permis de remplir les bassines jusqu'à fin avril, jusqu'au 15 mai, je crois. Voilà. Donc on a des prélèvements qui maintiennent la nappe à moins 4,60 m jusqu'au 15 mai. Et arrivé au 15 mai, s'il ne pleut plus et que la nappe elle ne déborde pas, eh bien effectivement on peut parler du réchauffement climatique. Et là, on a le résultat. Catastrophique. Regarde ça, l'eau est noire. Hein. Ben oui. On a Gardon, Brême. Donc qu'est-ce que tu as trouvé? Un brochet. Celui-ci c'est un brochet. Donc il est décomposé. Et en face, tu peux me montrer, voilà. Des chevennes. En face, pour toi c'est Chevennes. Ça, c'est des chevennes. Et celui de Ça, c'est des chevennes aussi. de gauche, c'est Chevennes. Donc ça continue depuis 2 km. Donc il y a toutes les diversités. Bon, les Brêmes apparemment ont payé. Hein. Et tu as vu il n'y a pas d'eau, donc les lentilles se sont accumulées. C'est des lentilles. Et donc, vu les 3 mois de sécheresse Beaucoup de chevennes. et la couverture donc, de la surface de l'eau en lentilles, les poissons ont manqué d'oxygène. C'est partout où il y a des lentilles. Bon là c'est un... Qu'est-ce qu'on a là? Un énorme chevenne. Ce n'est que la surface émergée de l'iceberg. Voilà le résultat du déversement des intrants pendant toute l'année dans la vallée de l'Autise. La vallée de l'Autise est fatiguée. Souvent seule, l'hiver, grelottante, elle cherche un abri pour se dérober au vent qui s'engouffre dans les failles de sa muraille végétale. Souvent seule, elle rêve, se remémore ses années vertes, ses libellules, ses hirondelles. Fatiguée de combattre l'avidité cupide de ses riverains, l'ignorance ambitieuse des décideurs, elle songe souvent à rendre les armes. Sa vigueur s'estompe. Seule, elle se cache parfois pour soustraire à son entourage de sombres pensées qui la réconfortent. Ô pauvres petits hommes qui répandez en moi votre cancer, tremblez de ma soumission apparente, devenue un atout de réveil des consciences.